Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il ne s'est pas passé un jour cette semaine sans que l'Azerbaïdjan ne viole le cessez-le-feu de novembre 2020, tire sur les positions militaires ou cibles civiles en Arménie et dans le Haut-Karabakh. La terrorisation du peuple arménien continue dans l'indifférence de la communauté internationale. Avec le blocus du corridor de Latchine, le Haut-Karabakh est devenu une prison à ciel ouvert. 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants, risquent à chaque instant leur vie. Ne fermons pas les yeux. Depuis 6 mois, ces populations manquent de tout, peinent à survivre. Le gaz et l'électricité sont coupés. Les biens de première nécessité, comme la nourriture et les médicaments, ne peuvent plus être acheminés. Pendant ce temps-là, l'Europe accroît ses importations de gaz depuis l'Azerbaïdjan. Les crises majeures que nous traversons en Europe ne peuvent détourner la situation du peuple arménien que nous devons regarder avec la réalité en face. La France a un lien historique et fraternel avec l'Arménie. Il est du devoir de notre nation d'agir. Madame la ministre, la France doit soutenir l'adoption sans délai d'une résolution du Conseil de sécurité à l'ONU visant à rétablir la libre circulation entre l'Arménie et le Haut-Karabakh et faire respecter l'accord tripartite signé le cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Il convient de demander la mise en place d'une force d'interposition et de donner enfin les moyens à l'Arménie de se défendre. À cette même tribune, le 3 novembre 1896, Jean Jaurès dénonçait le prélude du génocide des Arméniens de 1915. Alors, une nouvelle fois, indignons-nous et réagissons. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Santiago, merci de votre question, Madame la députée, qui m'offre l'occasion de rappeler qu'aucun pays ne fait autant que le nôtre en vue d'un accord de paix entre l'Arménie et son voisin. Et je le redis, aucun pays n'est à ses côtés autant que nous le sommes. Nous sommes aux côtés de l'Arménie en vue d'une paix juste. La France l'a encore démontré lorsque le président de la République s'est mobilisé le 1er juin à Chisinau, en marge du sommet de la communauté politique européenne, en réunissant le Premier ministre Pachinian, le président Aliyev, avec le chancelier Scholz et le président du Conseil européen. Une nouvelle réunion, Madame la députée, aura lieu à Bruxelles le 21 juillet. Et nous saluons par ailleurs les efforts de médiation de notre partenaire américain avec lequel nous nous coordonnons étroitement. Nous sommes aussi aux côtés de l'Arménie quand il faut faire baisser les tensions sur le terrain. Et donc nous l'avons démontré lorsque je me suis rendue à la fin du mois d'avril pour encourager les deux dirigeants à trouver un accord de paix, aussi bien en Arménie qu'en Azerbaïdjan, ainsi qu'à la frontière auprès de la mission d'observation de l'Union européenne, dont l'existence doit grandement à notre pays et qui joue un rôle extrêmement utile pour apaiser les tensions. Nous sommes enfin aux côtés de l'Arménie dans le soutien humanitaire, sujet qui a été évoqué lors du sommet à Chisinau le 1er juin, tout comme a été évoqué bien sûr la conséquence du blocage illégal du corridor de Latchine, illégal puisque ainsi l'a décidé la Cour internationale de justice le 22 février dernier, et nous demandons à l'Azerbaïdjan l'application de cette décision. Donc vous le voyez, Madame la députée, nous sommes aux côtés de l'Arménie et des Arméniens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame Santiago. Oui, il me reste quelques secondes juste pour dire que j'entends évidemment l'action qui est menée. On est tous mobilisés. La seule chose, c'est que ça fait 6 mois et que là, il s'agit évidemment de survie du peuple. Et donc, du coup, c'est important qu'on puisse le rappeler à l'occasion de ces QAG en total soutien avec le peuple arménien. Madame la Première ministre, ce 13 juin, la question que je vous pose n'est pas la mienne. Pour la première fois, des citoyens de ma circonscription se sont réunis pour poser au gouvernement une question citoyenne. Ces citoyens qui sont ici, dont je ne suis aujourd'hui que la porte-parole, ont retenu plusieurs thèmes, les déserts médicaux, la vie chère et le manque d'enseignants. Mais c'est la question de la démocratie, de leur défiance qu'ils ont décidé d'exprimer ici.
Ils disent tous continuer à s'intéresser à la politique, mais que pour eux, rien n'a changé avec le grand débat, les conventions citoyennes et les promesses d'une démocratie plus représentative. Au contraire, disent-ils, nous assistons à l'utilisation en rafale des articles 49.3, 47.1 et dernièrement l'article 40. Or, la démocratie ne se limite pas à des procédures constitutionnelles. Ce qui la caractérise, c'est la délibération et la discussion publique où s'échangent les arguments contradictoires. Ces citoyens considèrent qu'ils ne pèsent plus sur le cours des choses et que nous, les députés, leurs représentants, sommes ligotés et notre mandat vidé de sens. Alors, c'est pour vous aussi. Madame la Première ministre, 9 d'entre eux sont ici présents pour vous alerter sur le fossé qui se creuse avec les gouvernants. Ils vous demandent si vous en avez conscience et pour que la vie politique renoue avec le tous ensemble, quelles mesures concrètes et immédiates proposez-vous? Je précise qu'ils vous écoutent, alors ne les décevez pas. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Cécile Untermaier. Je salue évidemment les 9 citoyens dont vous faites la porte-voix et vous félicite à titre personnel pour cette initiative fondamentale. Bienvenue effectivement à tous les citoyens qui sont en tribune ce jour comme chaque semaine et qui écoutent les débats, parfois un peu interloqués d'ailleurs par le bruit qui peut régner lors de certaines interventions et qui en général se font assez vite une idée de qui dans cet hémicycle constitue les pompiers et qui sont les pyromanes. Madame la députée, vous le dites, nous traversons une crise de confiance dans le politique. Une crise de confiance qui n'est pas d'ailleurs que dans le politique. Elle concerne aussi les médias, qu'on appelle désormais les médias traditionnels, comme pour mieux les séparer de ce qui seraient des médias non traditionnels et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Une crise de la confiance scientifique, nous l'avons vu pendant le Covid, Madame la députée. Une crise de confiance évidemment politique, mais qui, je dirais, dépasse tous les clivages. Et vous et moi avons siégé sur le même banc, Madame la députée, il y a quelques années cela, et faisions le même constat. Ça rend modeste, mais ça rend surtout notion de l'urgence qu'il y a à retisser du lien lorsqu'on veut servir le public et l'intérêt général. C'est qui est le cas de tous les parlementaires ici réunis. Vous êtes ici pour servir l'intérêt général et pas votre intérêt personnel, au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages politique et vous savez ô combien vos missions sont difficiles à l'Assemblée nationale comme dans vos circonscriptions. Comment repenser les mécanismes démocratiques? Nous essayons, Madame la députée, peut-être pas avec tous les succès que vous espérez, mais nous essayons. La Convention citoyenne sur la fin de vie a été un modèle du genre. Les conseils nationaux de la refondation qui, dans tous les territoires de France, animent des milliers d'établissements scolaires, animent des centaines de communautés soignantes pour repenser l'école et la santé de demain. Le grand débat national lors du mandat précédent montre que nous sommes en train de chercher non pas la martingale, Madame la députée, mais le moyen de dire à tous les Français, quelles que soient leurs idées, vous comptez, vous êtes utile et nous avons besoin du lien qui nous unit à vous. Merci. Merci Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Marie-Arlette Carlotti, s'adresse à Madame la ministre des Affaires étrangères. Madame la ministre, alors que la guerre se poursuit en Ukraine et que les populations civiles continuent d'y vivre sous les bombardements incessants, nous nous interrogeons sur la stratégie du gouvernement en ce qui concerne l'accompagnement à la nécessaire reconstruction de ce pays ami. Ces derniers mois, les bombardements russes ont en effet particulièrement ciblé les infrastructures civiles. Le barrage de Kakhovka est malheureusement le dernier exemple en date. Ces bombardements désorganisent le pays, affectent le quotidien de millions d'Ukrainiens, amoindrissent leurs conditions de résistance et soulèvent la question de la reconstruction. Si le gouvernement français a apporté un soutien financier à l'Ukraine, il n'a pas précisé sa stratégie en matière d'accompagnement des autorités dans le rétablissement des services essentiels à la vie quotidienne de la population. Quel secteur allons-nous prioriser? Avec quels moyens? Dans quel cadre? Certains pays de l'Union européenne sont d'ores et déjà présents pour appuyer les efforts du gouvernement ukrainien dans de nombreux secteurs d'activité. La France n'est pas, pour l'instant, au rendez-vous. Pourtant, des opérateurs nationaux, notamment privés, se sont dit prêts à s'engager en faveur de ce pays allié, à condition que la zone rouge soit au moins partiellement levée. Cela rendrait possible leur action dans un contexte relativement moins incertain. Est-ce envisagé et sous quel délai? Au-delà,
Nous voudrions également savoir quel est le mandat donné aux opérateurs publics, comme Expertise France ou l'AFD, afin qu'une action concertée soit réellement possible. Madame la ministre, la France doit être aujourd'hui et surtout demain aux côtés du peuple ukrainien. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. L'Ukraine ne sera pas vaincue. Elle se relèvera et lorsqu'elle aura surmonté cette épreuve, elle sera unie et pleinement ancrée dans la famille européenne. C'est notre conviction et nous y travaillons d'ores et déjà. En complément de l'aide d'urgence imposée par la guerre, que cette aide soit militaire, on en parle souvent, ou civile, notamment au moment les plus difficiles de l'hiver. Nous avons aidé à la résilience du peuple ukrainien. Ou que ce soit évidemment une aide humanitaire, comme nous l'avons encore montré ces derniers jours après le sabotage du barrage, en envoyant déjà 10 tonnes de matériel. Et nous travaillons d'ores et déjà à l'après. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé en mars, et la France était le premier pays du G7 à le faire, un envoyé spécial chargé de la reconstruction. Il s'agit de Pierre Heilbronn, d'une excellente qualité. Il travaille en lien avec les Ukrainiens pour identifier leurs besoins prioritaires et avec les bailleurs internationaux pour construire les financements. La France met aussi en place des mesures concrètes pour les entreprises françaises qui souhaiteraient s'engager en Ukraine. Elles sont nombreuses. La conférence qui s'est tenue le 13 décembre dernier à Bercy l'a montré. Et nous réfléchissons, je peux vous le dire, Madame la sénatrice, aux règles de sécurité, sachant que l'Ukraine est pour l'heure un pays en guerre. Je participerai enfin le 21 juin à Londres à une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Et j'annoncerai notamment de nouveaux financements pour la reconstruction des infrastructures civiles critiques, celles dont vous parlez, celles qui sont attaquées jour après jour par la Russie. Vous le voyez, Madame la sénatrice, il n'est pas trop tôt pour s'occuper de l'après, et c'est ce que nous faisons, et nous le faisons depuis des mois déjà. Je vous remercie. Monsieur le ministre du Travail, l'Observatoire des inégalités vient de sortir un dernier rapport, et il est parfaitement documenté, et il prouve, s'il le fallait, avec des arguments extrêmement sérieux, que la fracture sociale continue à se creuser dans ce pays. Les ouvriers et les employés, qui représentent 20% des Français, ne voient pas leurs conditions de vie s'améliorer et, pire encore, ne voient pas des perspectives d'avenir pour leurs enfants, et ils prennent de plein fouet la réforme des retraites qui les pénalisera à eux en premier. Nous n'y reviendrons pas. Nous voyons arriver là-dessus le projet de loi plein emploi. Alors certes, dans ce projet de loi, il y était question, nous avions entendu parler de travail obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Cette mesure ne figure plus dans le projet de loi. D'abord, elle était complètement incongrue, et ensuite, elle était de toute façon impossible à mettre en œuvre. Il n'empêche que nous pensons très fortement que ce projet de loi servira à stigmatiser les plus pauvres d'entre nous. Il jettera l'opprobre une fois de plus sur les plus pauvres d'entre nous, parce qu'il est simpliste de penser qu'on pourra mettre à l'emploi des gens qui en sont aujourd'hui le plus éloignés, parce que ceux qui restent aujourd'hui au RSA sont ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Donc, Monsieur le ministre, moi je vous demande simplement quelles mesures vous allez prendre dans les mois qui viennent pour enfin prendre en compte cette question de la fracture sociale, sans pour autant toujours stigmatiser les plus pauvres. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Lubin. Vous m'interrogez, Madame la sénatrice, sur la fracture sociale et sur les difficultés qui peuvent lui survenir. Je crois qu'une des causes de la fracture sociale, c'est la précarité, le maintien dans la précarité, c'est l'exclusion et le maintien dans l'exclusion. Lorsque nous regardons les faits qui sont là aussi très bien documentés, je pense à un rapport de la Cour des comptes de début 2022. Que dit ce rapport au sujet des allocataires du RSA? Il dit qu'en moyenne, 7 années complètes après une première inscription au RSA, 42% des bénéficiaires sont toujours inscrits au RSA, soit de manière continue, soit de manière récurrente. Et il dit que seulement 33% de ces mêmes inscrits ont retrouvé un emploi, souvent un emploi d'ailleurs qui ne se caractérise pas par la stabilité, et c'est un euphémisme. Je crois que nous avons à agir, parce que ce chiffre, 4 allocataires sur 10
qui 7 ans après sont encore au RSA, ça vient signer une forme d'échec collectif. Échec sur des questions de formation. Nous y répondons avec le PIC, cela prend du temps mais c'est efficace. Échec aussi sur notre capacité à accompagner. Lorsque l'on regarde la création du RMI en 1988, la loi disait que 20% des fonds devaient être consacrés à l'insertion et 80% à l'allocation. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10% pour l'insertion. C'est aussi une explication. Que veut faire le gouvernement? C'est investir de manière massive dans cet accompagnement. C'est ce que préconise le rapport que m'a remis le haut-commissaire au mois d'avril. Et ce que nous voulons faire, c'est réformer l'accompagnement des allocataires du RSA. Le réformer comment? D'abord en mettant des moyens, je l'ai dit, en ayant un diagnostic social et professionnel et un suivi social et professionnel de chacun. Aujourd'hui, presque un allocataire sur 5, 17%, n'a ni suivi social ni suivi professionnel. Et en élaborant avec eux, en application de la loi, non pas de la nouvelle loi, mais de la loi de 88, un contrat d'engagement réciproque prévoyant des activités d'insertion, de formation, d'accompagnement. Nous ne parlons pas de bénévolat obligatoire ni de travail gratuit, mais d'accompagnement. Est-ce que nous y arriverons sur tous? Peut-être pas. Mais le pire, ça serait renoncer. Ça serait renoncer parce qu'il y a 1 950 000 foyers qui aujourd'hui ne vivent que du RSA. Et ça n'est pas une situation acceptable. C'est cela qui nourrit la fracture sociale que vous dénoncez. Merci. Madame Lubin. Monsieur le ministre, je partage ce que vous venez de dire, une fois n'est pas coutume, parce que le rapport de la Cour des comptes est parfaitement explicite et nous savons que là, dans une mesure assez importante, l'inclusion ne fonctionne pas. Mais dans votre projet de loi dont nous aurons l'occasion de discuter, j'ai vu certaines mesures dont je ne comprends pas bien l'utilité. Je n'ai pas vu de moyens supplémentaires et je crains qu'on ne confie l'insertion des bénéficiaires du RSA à des personnes qui ne les connaissent pas parfaitement, qui ne connaissent pas suffisamment ces publics. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, poêle en téflon, textile industriel, emballage alimentaire, les milliers de PFAS sont partout dans notre quotidien. Malheureusement, ces molécules quasiment indestructibles sont également présentes dans les rivières, l'eau de pluie, les sols, l'alimentation et le lait maternel. Est-on face au poison du siècle? Je viens de la région la plus exposée à ces polluants éternels. Après les recommandations émises par l'ARS de ne pas consommer des poissons pêchés dans le Rhône, puis les œufs et les volailles, voilà qu'un documentaire révèle l'imprégnation extrêmement élevée des riverains de l'usine Arkema, 7 fois plus que la moyenne des Français. Une plainte a d'ailleurs été déposée le 25 mai par un collectif d'associations et de citoyens. Les habitants comme les élus sont à juste titre très inquiets car les effets nocifs et toxiques de certaines substances sont désormais reconnus. Selon le dernier rapport de l'Inspection générale de l'environnement, la France ne réglemente aucun PFAS. Le constat est sévère pour notre pays. Le gouvernement a annoncé un plan d'action pour 3 ans où aucune norme concernant les rejets industriels n'est proposée. L'urgence est pourtant réelle. Aussi, Madame la Ministre, comment votre gouvernement compte-t-il accompagner les collectivités touchées par ces problèmes? Qui paiera la dépollution des sites contaminés? Et à quand une vaste étude d'imprégnation sur les populations locales? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Devinaz. Mieux prendre en compte les effets et maîtriser les risques pour l'environnement et la santé liés à l'usage des PFAS, les polyfluoroalkyles, répond à une préoccupation forte et légitime de nos concitoyens, vous l'avez dit. C'est un enjeu de santé publique essentiel et une priorité de notre action sur laquelle le gouvernement est pleinement mobilisé au niveau national et européen, sur laquelle nous devons une transparence complète sur les informations dont nous disposons. Avec Christophe Béchu, nous avons souhaité renforcer notre ambition collective sur ce sujet dans le cadre d'un plan d'action lancé en janvier dernier. Ce sont des actions concrètes en matière de maîtrise des rejets industriels et de connaissance des contaminations environnementales. La priorité, c'est l'amélioration de la connaissance des rejets ainsi que de l'imprégnation des milieux pour réduire l'exposition des populations. À ce titre, l'analyse des effluents industriels fortement susceptibles de contenir des PFAS fait actuellement l'objet d'un projet d'arrêté ministériel ouvert à consultation du public. Ce projet d'arrêté vise environ 5000 installations industrielles sur l'ensemble du territoire français, couvrant la quasi-intégralité des sites pouvant produire, utiliser ou rejeter des PFAS. L'objectif, c'est de mieux surveiller et engager en conséquence des actions de réduction des émissions. J'ajoute que la directive européenne eau potable rend obligatoire à partir de 2026 le contrôle sanitaire des PFAS dans l'eau. Nous avons souhaité anticiper cette exigence et rendre ce contrôle applicable dès janvier dernier pour mieux surveiller la présence de ces polluants dans les eaux.
Concernant la situation de Pierre-Bénite, en lien avec le préfet, nous avons prescrit à l'entreprise Arkema la réduction par palier puis l'arrêt des rejets en PFAS sur le site de Pierre-Bénite d'ici fin 2024. Par ailleurs, à la suite de la première campagne des mesures dans l'environnement réalisée par Arkema, conformément aux arrêtés préfectoraux du 1er juillet 2022, des mesures supplémentaires de PFAS dans les sols et dans les végétaux ont été demandées à l'exploitant autour de leurs installations et à leurs frais. Afin d'avoir une meilleure connaissance des risques sanitaires, l'ANSES a été saisie en novembre dernier. Des éléments de réponse sont attendus fin d'année. En complément, Santé publique France va déployer le futur programme national de biosurveillance Alban qui s'intéressera particulièrement à cette exposition au PFAS. Monsieur Le Vinaz. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci de votre réponse. J'entends bien, surveiller c'est bien, agir c'est mieux. Et il me semble que si des démarches sont lancées au niveau européen, on n'est pas obligé d'attendre la fin de ces démarches au niveau européen. Je prendrai le Danemark. Le Danemark interdit certains PFAS depuis 2020. Il y a, me semble-t-il, au-delà de la surveillance, des mesures coercitives à prendre.